des sols agricoles moins fertiles que par le passé. Ça veut dire quoi? En quelques dizaines d'années, 50 ans à peu près, la productivité agricole, mais qui en gros donne la quantité de biomasse par hectare, admettons, donc par unité de surface, bon, c'est une quantité de culture, de biomasse, ça peut être des élevages également. Donc la productivité agricole, donc des grandes plaines céréalières, a augmenté de façon significative, notamment avec des pratiques agricoles que l'on considère comme intensives. Et c'est paradoxal lorsque l'on s'aperçoit qu'il y a une baisse inquiétante de la fertilité des sols cultivés. Donc vous voyez, d'une part, vous avez une augmentation de la productivité agricole des grandes plaines céréalières, notamment grâce à l'intensification des pratiques agricoles, et en même temps on constate que la fertilité des sols diminue. Donc c'est paradoxal. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi, et nous allons essayer d'étudier donc les facteurs qui sont à l'origine de l'appauvrissement des terres agricoles. Alors globalement, ça veut dire que si on partait d'écosystèmes, on arriverait à des agrosystèmes qui seraient de plus en plus importants, enfin dont les superficies en termes de culture, évidemment, seraient de plus en plus importantes, tout ça au détriment des forêts, des bois, de tout ce qui est écosystème. Alors on sait bien que l'homme, sur la planète, il a tendance à détruire et encore les forêts, etc. etc. Bon. Donc ça veut dire qu'on bascule de plus en plus, et ceci parce qu'il y a une augmentation très forte de la population en fait. On a l'impression que l'on bascule de quelque chose, entre quelque chose qui est naturel et quelque chose qui est très, très anthropisé. Donc l'homme détruit la nature en fait pour se construire une vie paisible. Mais sur le long terme, est-ce qu'on arriverait, ou est-ce qu'on arrive tout doucement à la 6e extinction? Bon, le problème se pose. Bon, ça, ce sont d'autres problèmes à résoudre, mais aujourd'hui nous allons essayer de comprendre, de voir en quoi les facteurs sont à l'origine, enfin quels facteurs en tout cas sont à l'origine de l'appauvrissement des sols. Alors bien sûr sur internet il y a beaucoup de documents à mettre en place de manière à comprendre ce que je vais vous dire, notamment des vues aériennes d'une même surface agricole, notamment là dans la région du côté de la Bretagne, entre les années 50 et les années 2015 à peu près, enfin années 2000, 2010, 2015 à peu près. Donc si on regarde bien, entre 1960 et 1990, on s'aperçoit qu'il y a des modifications des terres, des terrains qui sont réagencés d'une manière différente. On parle de remembrement. Donc entre 1960 et 1990, il y a eu des remembrements. Ça veut dire que, par exemple, des agriculteurs qui avaient des terres à droite et à gauche, ça qui leur appartenait, génération en génération, eh bien, le gouvernement a mis en place une politique qui fait que les propriétaires ne pouvaient plus avoir des terrains localisés à différents endroits. Il y a eu des regroupements de terrains et c'est ce qu'on appelle le remembrement. Donc voilà, entre 1960 et 1990 à peu près, tout ça pour nourrir une population française croissante et de plus en plus urbaine, il y a eu plus de 15 millions d'hectares qui ont fait l'objet d'une politique de remembrement. Alors évidemment, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas été très contents, du moins dans les souvenirs que j'en ai de mon enfance, entre guillemets. Donc il s'agissait là de regrouper des parcelles qui étaient voisines, et ce qui a entraîné la disparition de beaucoup de fossés, de talus, de chemins et de haies. Voilà. Donc on a eu une disparition du côté naturel, de tout ce qui est naturel en fait, vers quelque chose qui devenait vraiment très anthropisé. Donc on avait des parcelles
qui était auparavant consacrée à ce que l'on appelle la polyculture. Alors la polyculture, donc, c'est une culture de plusieurs espèces végétales sur des parcelles différentes au sein d'une même exploitation. Donc des parcelles qui étaient consacrées à la polyculture et à l'élevage également, il ne faut pas oublier l'élevage, notamment des vaches par exemple, pouvaient dès lors accueillir des machines agricoles toujours plus grandes et toujours plus puissantes. Évidemment, parce que si par exemple vous avez deux champs qui sont séparés par une haie, vous enlevez la haie et vous rassemblez les deux champs, ça fait un champ plus grand. Si vous avez un petit tracteur qui peut aller sur les deux champs, il peut aller sur le grand champ également. Bon, il n'y a pas de problème, mais si vous prenez une machine qui est beaucoup plus grosse pour exploiter les terres, ces machines plus grosses ne peuvent pas aller sur les petites parcelles. Par contre, elles pourront aller sur les grandes parcelles. Et comme les parcelles dues au remembrement sont de plus en plus grandes, ça veut dire que on va avoir des machines agricoles qui seront toujours plus grandes et toujours plus puissantes, qui vont pouvoir assurer l'exploitation. Donc la plupart des exploitations agricoles se sont alors tournées vers ce que l'on appelle la monoculture. Alors la monoculture, c'est une culture d'une seule espèce végétale sur de grandes surfaces année après année. Donc la monoculture qui était devenue intensive et qui était basée sur le labour profond, et on verra tout à l'heure qu'il y a des inconvénients à pratiquer un labour profond, notamment par rapport aux vers de terre. Donc les monocultures intensives, donc basées sur un labour profond et sur le recours aux engrais minéraux. Évidemment parce que le sol devenait de moins en moins riche, donc pour compenser cette perte minérale, il fallait apporter, grâce aux engrais, certains minéraux. Donc ces grandes parcelles, souvent laissées nues durant l'hiver, sont soumises évidemment aux précipitations, et le ruissellement des eaux va creuser le sol et former ce que l'on appelle des ravines qui vont entraîner avec elles des argiles et des éléments nutritifs. Donc on parle là de lessivage. Le lessivage, donc, c'est l'entraînement par les eaux de ruissellement de substances solubles, c'est-à-dire des ions, et de particules telles les limons, les sables d'un sol, sachant que les limons sont des dépôts détritiques, meubles argileux à grains très fins. Donc, le lessivage a conduit à une perte d'un nombre très important de matière par hectare et par an. On parle quelquefois, par exemple, jusqu'à 16 tonnes de matière par hectare et par an qui ont été perdues à cause du lessivage. Si vous trouvez des images sur internet, des images anciennes dans les années 50, vous regardez vues d'avion, vous avez beaucoup de parcelles qui sont séparées par des haies, des chemins, etc. Et si vous regardez un petit peu plus tard, par exemple en 2015, dans les années 2010-2015, vous voyez que pour cette même région, de nombreuses haies ont disparu et vous apercevez que les champs se sont agrandis, alors du fait du remembrement. Bon. Et là vous imaginez très bien que la monoculture a remplacé la polyculture et que des petits tracteurs, on est passé à des machines grandes et imposantes, puissantes, qui sont capables d'aller sur des champs qui sont de plus en plus grands. Si on regardait l'évolution de quelques paramètres de l'agriculture française entre les années 60 et les années 2010-2015, notamment concernant le cheptel bovin et ovin, donc que l'on va compter en milliers d'animaux, les terres agricoles en milliers d'hectares, le pourcentage de culture et le pourcentage de prairies. Le cheptel bovin, en 1960, 30 000. Dans les années 80, on est monté à 35 000, 36 000, 37 000 à peu près. Donc on est passé de 30 000 à 36 000, on va dire. Et des années 80 aux années 2015 à peu près, le cheptel a baissé pour atteindre à peu près 25 000. En parallèle, les terres agricoles, en milliers d'hectares, sont passées de l'année 1960 de 35 000 à 30 000, à peu près.
donc diminution. On constate qu'entre les années 1980 et les années 2016, il y a eu une baisse du cheptel bovin et ovin et une baisse en parallèle des terres agricoles. Et on s'aperçoit que concernant le pourcentage de culture, on passe de 60% à peu près en 1960 à 70% à peu près en 2015-2016. Donc ça veut dire que le pourcentage de culture a augmenté. Et concernant les prairies, on est passé de 35-40% à peu près en 1960 à 30% à peu près dans les années 2015-2016. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'entre 1960 et 2016, en passant par 1980, qui est une année, alors je ne vais pas dire stratégique, mais une année à partir de laquelle les cheptels ont diminué en fait. Donc entre 1960 et 2016, eh bien, le cheptel a augmenté jusqu'à 1980 puis a diminué. Bon, dans des proportions relativement peu importantes. Et les terres agricoles ont diminué, tandis que le pourcentage de culture a augmenté et le pourcentage de prairies a diminué. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que on passe de prairies à des cultures. On remplace les prairies naturelles par des cultures. On conserve tout de même les terres agricoles, même si elles baissent. Bon, ça reste quand même relativement important. Le cheptel a augmenté puis a baissé. Bon, on sait que la population augmente et ça reste quand même relativement important. Donc si on regarde d'autres images, on s'aperçoit qu'à partir de parcelles agricoles qui sont, donc, dont les surfaces sont relativement importantes, on voit très bien qu'il y a des espèces de... Alors ce ne sont pas des rivières, mais ni des ruisseaux, mais on pourrait penser à rivières et ruisseaux qui vont se former sur le long terme. Donc ce sont simplement des ravines dues au fait que, et notamment lorsque les terrains sont en pente, eh bien, il y a un lessivage qui entraîne la terre vers l'aval. Ensuite, si nous parlions de pratiques agricoles qui vont nuire à la biodiversité du sol, et notamment on pense aux vers de terre, qui sont évidemment les grands aérateurs des sols. Alors, on sait que les labours classiques d'une profondeur, alors de 30 cm à peu près, 25 à 40, hein, bon, ça dépend des endroits, eh bien, notamment vont affecter les vers de terre en ce sens que les vers de terre, par exemple, s'il y a un labour, s'il y a des machines qui retournent le sol, par exemple sur 30-40 cm, eh bien, les vers de terre qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se trouver coupés, éparpillés, abîmés. Bon, bref, ils sont blessés. Donc ces vers de terre qui sont blessés, en fait, ne vont plus pouvoir aérer la terre, leurs terriers vont être détruits et ça va entraîner évidemment une diminution de leur population. Donc nous allons voir les effets de 4 modes de culture sur les populations de vers de terre. Il existe plusieurs types de vers de terre. Il y a des vers de terre épigés, donc ils sont en surface. Il y a des vers de terre qui vont plutôt faire des galeries verticales. Et là on parle de vers de terre anéciques. Et il y a des vers de terre qui vont faire en profondeur, donc des galeries qui sont plutôt horizontales. Et là on parle de vers de terre endogés. Donc il y a 3 types de vers de terre. Quel est l'effet des modes de culture sur ces populations, sur ces 3 populations de vers de terre, épigés, anéciques ou endogés? Eh bien, lorsque la culture est intensive, avec des labours à 30 cm, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de vers de terre de surface. Ils disparaissent, ils sont détruits. Bon, ça se comprend facilement puisque la machine et les outils vont tourner en surface et donc ce fait avec donc tous ces espèces d'objets métalliques, etc., vont abîmer les vers de terre. Les vers de terre épigés disparaissent. Le nombre de vers de terre anéciques diminue et le nombre de vers de terre endogés diminue fortement également. Si l'on regarde par rapport à une culture où il n'y a pas de déchômage et de semis directs, et si on fait des semis directs, on s'aperçoit que le nombre de vers de terre endogés
reste très important. De même que les vers de terre anéciques et de même que les vers de terre épigés. Donc, par rapport à la culture intensive avec des labours, on a tout intérêt à pratiquer plutôt le non-déchômage et semi-direct. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le non? Enfin, c'est quoi le déchômage et les semi-directs? Eh bien, le déchômage, c'est le travail superficiel du sol qui va viser à enterrer partiellement les chaumes, c'est-à-dire les résidus de récolte, et ce qui va avoir tendance à éliminer également les plantes adventices. Donc, c'est ce travail superficiel qui a tendance à éliminer les plantes adventices, c'est-à-dire les plantes qui ne sont pas souhaitables. Et le semi-direct, c'est la mise en place de semences sur un terrain dont le sol n'a pas été ou a très peu été préparé, donc il n'y a pas eu de labour notamment. Entre la culture intensive avec labour et le déchômage et semi-direct, eh bien il n'y a pas photo entre les deux. Ça veut dire qu'il faut faire absolument ce non-déchômage et c'est semi-direct. C'est semi-direct. Maintenant, si on regarde une culture extensive avec travail superficiel du sol, et il y a un déchômage, et on s'aperçoit qu'on récupère les vers de terre de surface. Ça veut dire qu'ils ne sont pas détruits, en fait. Bon, ça peut se comprendre, hein, si on n'abîme pas trop la surface du sol, ça permet aux vers de terre épigés de rester en surface. Maintenant, si on provoque des labours profonds avec apport de matière organique, alors c'est différent, ça veut dire que on va augmenter très fortement le nombre de vers de terre de surface épigés, tandis qu'on va conserver à peu près le nombre de vers de terre anéciques et le nombre de vers de terre endogés. Si on fait un bilan, on s'aperçoit qu'il vaut mieux faire des cultures avec pas de déchômage et semi-direct. On va regarder selon le type de sol, quelle est la quantité d'ADN dans le sol. Les vignes, on va dire 5. Les vergers, 6. Les monocultures, 7. Donc 7 quantités d'ADN. Alors, forêt de conifères, 8. Forêt de feuillus, 9,5. Les jachères, 8. Les prairies intensives, 11. Et les prairies extensives, 12,5. Pourquoi est-ce qu'on mesure la quantité d'ADN? Eh bien parce que c'est représentatif de la quantité d'êtres vivants dans le sol. Donc ça veut dire qu'entre les vignes où il y en a 5 quantités en microgrammes d'ADN par gramme de sol, et entre les prairies extensives où il y en a 12,5, évidemment on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus d'êtres vivants du sol dans les prairies extensives. Et ça se comprend. Dans les prairies intensives, il y en a un petit peu moins. Bon, et puis dans les forêts de feuillus ou de conifères, il y en a 9 ou entre 9 et 8 à peu près. Donc on voit bien qu'il y en a moins que par rapport aux prairies, mais qu'il y en a plus que par rapport aux vignes ou aux vergers. Alors maintenant, si on regardait donc la dégradation du sol, dégradation de la structure du sol notamment, donc un sol, on peut le voir en bon état, avec une structure grumeleuse, les grumeaux, ça forme des petits grumeaux, avec ces complexes argilo-humiques qui sont caractéristiques des sols en bon état et des sols qui peuvent être en cours de décomposition si on parle d'humus et d'argile, notamment dans les forêts si on part d'un complexe argilo-humique. Argilo, ça veut dire argile, humique, ça veut dire humus. Alors ça veut dire quoi exactement? Argile, donc ce sont des minéraux de petite taille qui sont formés le plus souvent lors de l'altération de roches. Et l'humus, c'est la composante organique du sol. Lorsque si par exemple vous prenez en forêt, vous prenez des feuilles, donc de la matière morte qui va former une petite couche, voilà, ces vers de terre, ces animaux du sol, etc., vont dégrader cette litière en fait, qui va basculer de l'état organique, humus, l'état de matière organique, à l'état de matière minérale. Et bien l'humus, c'est un petit peu en partant de cette litière qui n'a pas commencé à être dégradée vers la litière qui est dégradée totalement, et bien c'est l'humus. Voilà. Et lorsque l'on est dans un champ, et bien il y a plus ou moins de quantité d'humus évidemment, et donc d'argile. Bon.
Donc là, la structure d'un sol va correspondre à la façon dont les différentes particules qui le constituent, notamment les argiles, les humus, les limons, les sables, etc., vont s'agglomérer entre elles. Donc ça va dépendre donc de la façon dont tous ces constituants vont s'agglomérer entre eux. Donc on peut avoir de l'humus avec ou pas de l'argile, on peut avoir des sables et des limons, des fois il n'y en a pas, des fois il y en a, et il faut qu'il y ait de l'air également à l'intérieur pour que tous ces êtres vivants puissent vivre et travailler le sol, dégrader la matière de manière à faire en sorte que la matière, enfin tout ce qui est minéraux, puisse se former pour pouvoir ensuite être absorbé par les racines lorsque l'on fait des cultures. Donc un sol qui sera riche en argile et en humus va présenter une structure que l'on dit grumeleuse qui va laisser circuler l'air et l'eau. Les sols qui vont être cultivés de façon intensive vont présenter une structure beaucoup plus compacte et parfois il va y avoir formation en surface d'une espèce de croûte que l'on dit croûte de battance qui est provoquée par l'impact de fortes pluies. Bon, donc ça veut dire que si vous comparez un sol dégradé à structure compacte avec un sol en bon état à structure grumeleuse, eh bien si vous dites je vais faire des cultures dans l'un de ces champs, je choisis un de ces champs, un de ces sols en tout cas, eh bien vous allez prendre bien évidemment le sol qui sera en bon état et à structure grumeleuse. Grâce à quels animaux il y a cette structure où il y a l'air et l'eau qui peuvent circuler, eh bien ce sont bien les vers de terre. Bon, il n'y a pas que les vers de terre évidemment. Si on voulait faire une gestion durable des agrosystèmes, en fait, on s'aperçoit que les sols agricoles sont de moins en moins fertiles parce qu'il y a une intensification des cultures en fait. On bascule de polyculture à des monocultures. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on bascule d'écosystème à agrosystème, la population augmente, et évidemment, il faut bien nourrir l'humanité. Alors, il faut trouver un consensus de manière à ce que ces pratiques agricoles soient optimisées, entre guillemets. Les agrosystèmes donc, ont une incidence sur la qualité des sols, et évidemment de façon plus ou moins importante selon les modèles agricoles. Donc on avait parlé de notion de fertilité du sol, on en avait parlé dans d'autres cours, hein. La fertilité du sol c'est très important et c'est dû à de nombreux êtres vivants du sol. On peut comprendre que on a recherché des causes de la baisse de la fertilité des sols, notamment au niveau des grandes plaines céréalières. Cette baisse était à relier avec des pratiques culturales qui étaient relativement modernes durant la seconde moitié du XXe siècle, avec notamment la mécanisation qui a été accrue et qui a permis un travail du sol beaucoup plus profond, avec notamment absence de couvert végétal hivernal, etc. Et ainsi qu'à une orientation des choix de production qui ont défavorisé les élevages et diminué donc la disponibilité des engrais organiques. Engrais organiques, on parle de fumier, de lisier, etc. Et alors, ce que les agriculteurs ont fait, pour compenser ce manque et maintenir une productivité relativement intéressante et nécessaire à l'alimentation d'une population croissante. Donc ils ont utilisé des engrais minéraux de manière beaucoup plus intensive, ce qui a conduit à une baisse de la biodiversité du sol et par voie de conséquence à une dégradation de sa structure. Le sol devenait beaucoup plus vulnérable aux phénomènes de lessivage et d'érosion. Ça veut dire qu'on a remplacé en fait le travail du sol par les êtres vivants, alors vers de terre et autres, il n'y a pas que les vers de terre, il y a tout un réseau trophique au niveau des petits animaux que l'on voit à la loupe binoculaire ou que l'on peut voir au microscope. Alors ce ne sont pas des animaux, ce sont des bactéries et champignons microscopiques. Donc il y a tout un réseau qui fait qu'on a une transformation de matière organique en matière qui devient minérale. Alors là, du fait de la destruction des sols, on remplace l'activité des êtres vivants, on remplace ce réseau trophique en fait par des engrais qui apportent directement les minéraux. Alors évidemment, c'est au détriment de la qualité du sol. Parce que le sol, c'est pas parce qu'une plante pousse bien dans le sol que le sol est bien et fertile. Il est fertile, oui, parce qu'on lui a apporté des engrais. Oui, mais les engrais, l'apport d'engrais peut présenter des inconvénients. Donc si on regarde l'histoire agricole française,
on voit qu'il y a eu un remembrement qui s'est résolument orienté vers une intensification de son agriculture, par notamment une augmentation de la taille des parcelles et donc la destruction des haies qui avaient notamment pour fonction de les délimiter. Donc ça veut dire que les propriétaires avaient chacun leur petite parcelle qui n'étaient pas forcément unies les unes aux autres, qui étaient éparpillées un peu partout, quelquefois, et ce remembrement a fait que bien il a fallu séparer, donc enlever des haies, regrouper des parcelles, pour former des parcelles qui étaient beaucoup plus grandes. Donc il y a eu un accroissement du nombre, de la taille et de la puissance des engins agricoles en parallèle évidemment. Il y a eu un recours massif aux engrais minéraux et aux intrants chimiques. Et on est passé d'une polyculture élevage à une monoculture. Les haies, les arbres ont disparu. Des prairies ont disparu également. Ils ont laissé la place à de grandes parcelles de culture de céréales. Il y a eu une diminution importante des cheptels bovins et ovins, notamment à partir des années 85. Et parallèlement, alors que la surface des terres agricoles a baissé, on a observé une progression des surfaces destinées aux grandes cultures au détriment de prairies pâturées. En réalité, la surface agricole dédiée aux cultures céréalières est restée à peu près stable. On est passé de 19,8 millions d'hectares en 1970 à 19,7 millions en 2016. Donc ça veut dire que la surface agricole dédiée aux cultures céréalières est restée à peu près stable. Donc conséquence de la dégradation de la structure du sol, le lessivage, etc. Donc on s'aperçoit que, évidemment, si les sols se dégradent, il faut gérer de manière à récupérer cette fertilité, et notamment on pense toujours à ces engrais et à ces intrants. Donc on a bien vu l'impact des pratiques agricoles modernes sur la biodiversité du sol, en s'intéressant aux populations des vers de terre. On a parlé des 3 types de vers de terre, et bien leur quantité va varier selon le type de culture. En partant des vignes pour aller jusqu'aux prairies, admettons, on s'aperçoit qu'évidemment il y a beaucoup plus d'ADN dans les prairies, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'êtres vivants dans les prairies. Donc des milieux qui sont relativement naturels par rapport aux champs qui sont cultivés par des agriculteurs qui pratiquent les agrosystèmes intensifs. Il existe évidemment des conséquences majeures concernant la perte de matière organique et de la biodiversité de ce sol. Le sol va simplement perdre sa structure grumeleuse, elle qui est favorable au développement des plantes, et vont acquérir ces sols donc une structure beaucoup plus compacte, impropre à la circulation de l'air et de l'eau, et donc impropre à la vie des vers de terre eux-mêmes, qui ne pourront pas vivre dans une structure tassée. Et donc les racines vont avoir beaucoup plus de mal à pénétrer à l'intérieur. Donc la fertilité des sols correspond à leur capacité à retenir l'eau et les sels minéraux indispensables à la croissance végétale. Et on sait que cette capacité, elle repose sur la présence d'un complexe argilo-humique, donc CAH, et donc sur la présence d'humus, donc cette matière organique qui n'est pas totalement dégradée en matière minérale, en fait, grâce aux êtres vivants. L'humus va correspondre à de la matière organique qui est morte et qui est en voie de décomposition jusqu'à former à l'extrême de la matière minérale. La formation du complexe argilo-humique va dépendre de la présence d'êtres vivants dans le sol et donc de l'activité biologique du sol. Et on avait parlé de réseau trophique, donc de relation entre les êtres vivants entre eux. Autrement dit, il y a une chaîne alimentaire au sein même du sol, pyramide alimentaire. Des facteurs vont entraîner la baisse de la fertilité des terres cultivées et donc ce sont donc ceux qui seront à l'origine de la dégradation de la vie du sol. Ce sera par exemple l'augmentation de la taille des parcelles de plus en plus destinées aux cultures céréalières, les labours profonds, l'absence de couverts végétaux en hiver, la dégradation de la structure du sol. Alors, concernant l'augmentation de la taille des parcelles de plus en plus destinées aux cultures céréalières, eh bien, on s'aperçoit qu'en 1970, par exemple, il y avait 60% des 33 millions d'hectares de surface agricole qui étaient dédiés aux cultures. Et en 2016, les terres céréalières ont représenté 68%
des surfaces agricoles donc, qui ont donc diminué. Donc on est passé de 60% à 68%. Donc ce sont donc surtout des surfaces destinées aux élevages qui ont disparu, tout le constat d'une baisse du nombre de bovins et d'ovins élevés. Les labours profonds, eux, eh bien, on voit que le nombre de vers de terre par mètre carré est 3,5 fois plus élevé en absence de travail du sol qu'avec labour. Notamment lors de cultures intensives, lors d'exploitation intensive, eh bien, ça veut dire qu'on détruit les vers de terre, que ce soit les surfaces, ceux qui sont plus à la verticale ou ceux qui sont plus à l'horizontale. Donc dans ce cas, dans le cas d'un labour du sol avec apport de matière organique, eh bien, le nombre de vers de terre se rapproche de la normale, c'est-à-dire 100 vers de terre par mètre carré au lieu de 140. 140, c'est le nombre que l'on peut trouver dans les structures où le sol est relativement bien aéré, notamment dans les écosystèmes. L'absence de couverts de végétaux en hiver va laisser les terres subir un lessivage et une érosion. Et le lessivage, évidemment, va entraîner une perte d'humus. La dégradation de la structure du sol est une conséquence du travail de l'homme toujours, une conséquence du manque d'humus qui va acquérir une structure beaucoup plus compacte, qui va être impropre à la rétention d'eau, évidemment, à la circulation de l'air et à l'exploration racinaire. Et autrement dit, les vers de terre ne pourront plus aller à l'intérieur et bien la terre va se dégrader de plus en plus. Nous pouvons résumer maintenant l'ensemble des facteurs responsables de la perte de fertilité des sols en regardant par exemple les actions menées pour corriger la perte de fertilité du sol, notamment l'apport d'engrais minéraux qui va compenser le manque d'apport d'engrais organiques et la pauvreté en humus du sol. Cela va défavoriser indirectement la vie du sol, donc la formation de l'humus nécessaire à une structure favorable à la croissance végétale. Et deuxième chose, donc le travail du sol peut permettre de l'aérer, mais défavorise lui aussi la vie du sol. Les actions menées vont conduire à une aggravation du problème, il s'agit bien d'un cercle vicieux. Alors, partant de l'intensification de la production céréalière, donc deux cas. Premier cas, diminution des surfaces dédiées aux élevages et deuxième cas, augmentation de la taille des parcelles dédiées aux grandes cultures. Alors quand on dit deux cas, ça peut être les deux cas en parallèle. Et là notamment, ce seront des cas en parallèle. Donc on a bien une diminution des surfaces dédiées aux élevages et une augmentation de la taille des parcelles dédiées aux grandes cultures lors de l'intensification de la production céréalière. Alors, s'il y a une diminution des surfaces dédiées aux élevages, il y a en parallèle une diminution du nombre d'animaux élevés. Et il y aura un manque d'engrais organiques, ce qui va conduire à une dégradation de la biodiversité du sol, mais ce qui va conduire également en premier à une augmentation de l'utilisation d'engrais minéraux. Donc on aura bien en conséquence également une dégradation de la biodiversité de ce sol. Il y aura donc un appauvrissement du sol en humus, donc une dégradation de la structure grumineuse du sol par compaction et donc une perte de la fertilité du sol. Si on part de l'augmentation de la taille des parcelles dédiées aux grandes cultures, eh bien, il y a premièrement une mécanisation du travail du sol, donc les labours vont être plus profonds, évidemment, ce qui entraîne une dégradation de la biodiversité du sol, un appauvrissement du sol en humus, une dégradation de la structure grumineuse du sol par compaction et donc une perte également de la fertilité du sol. Si, suite à l'augmentation de la taille de parcelles dédiées aux grandes cultures, on a une augmentation de l'utilisation des engrais minéraux, alors comme précédemment, on aura une dégradation de la biodiversité du sol, on aura un appauvrissement du sol en humus,
évidemment une dégradation de sa structure granuleuse du sol par compaction et donc une perte de la fertilité du sol. En hiver, il y aura, donc si on a dans les grandes surfaces une absence de couverts végétaux, eh bien on aura un lessivage et une érosion, ce qui va conduire à un appauvrissement du sol en humus et donc à une dégradation de la structure granuleuse du sol par compaction et donc à une perte de la fertilité du sol. Donc vous voyez que si on part de l'intensification de la production céréalière, on aboutit pratiquement toujours, quelles que soient les voies que l'on prend, à une perte de la fertilité du sol. Voilà. Donc vous avez bien compris qu'on part de l'intensification de la production céréalière. On part de ça. On a deux flèches. Première flèche, augmentation de la taille des parcelles dédiées aux cultures cellulaires, aux grandes cultures. Et deuxième flèche, on a une diminution des surfaces dédiées aux élevages. Diminution du nombre d'animaux élevés, manque d'engrais organiques et donc dégradation de la biodiversité du sol. En parallèle au manque d'engrais organiques, on a une augmentation de l'utilisation des engrais minéraux qui conduit à la dégradation de la biodiversité du sol, à un appauvrissement du sol en humus, donc à une dégradation de la structure granuleuse du sol par compaction et donc à une perte de la fertilité du sol. Deuxième cas, l'augmentation de la taille des parcelles dédiées aux grandes cultures. On sépare en deux. On a une mécanisation du travail du sol grâce à des labours profonds et on aura, et qui rejoint la flèche, une augmentation de l'utilisation des engrais minéraux et donc une dégradation de la biodiversité du sol due à cette mécanisation. En parallèle à l'utilisation d'engrais minéraux qui vont détruire, donc dégrader la biodiversité du sol. Donc on rejoint encore une fois l'appauvrissement du sol en humus, la dégradation de la structure granuleuse du sol par compaction et donc une perte de la fertilité du sol. Et en parallèle à ça, à ces deux flèches que l'on a vues précédemment, si en hiver, dû à une diminution des surfaces, mais on a une absence de couverts végétaux en hiver, pourquoi en hiver? Il n'y a pas que l'hiver, il y a toutes les périodes où il pleut beaucoup. Bon, on aura un lessivage, une érosion, et donc encore une fois un appauvrissement du sol en humus, une dégradation de la structure granuleuse du sol par compaction et une perte de la fertilité. Bon, voilà. Donc on rentre là dans un cercle vicieux. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, trois cas, trois choses qu'il faudrait peut-être faire. Réaliser d'abord des apports de matière organique, augmenter la taille des cheptels et des surfaces dédiées à l'élevage. Deuxièmement, réaliser des couverts végétaux en hiver pour limiter le lessivage. Et troisièmement, éviter les labours trop profonds, limiter le travail mécanique du sol aux couches les plus superficielles. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près du sujet. Donc on a vu que des sols agricoles sont de moins en moins fertiles. On avait vu que en l'espace de 50 ans à peu près, la productivité agricole des grandes plaines céréalières avait beaucoup augmenté avec l'intensification de pratiques agricoles et qu'on avait dit qu'il y avait un paradoxe. C'est qu'on constatait une baisse inquiétante de la fertilité des sols cultivés. Donc ça veut dire que d'un côté, on a une productivité qui augmente, d'un autre côté, on a un sol qui devient de moins en moins fertile. Alors, c'est paradoxal, parce que si le sol est moins fertile, on devrait avoir moins de productivité agricole. Eh bien, nous avons résolu le problème. Quels sont les facteurs à l'origine de l'appauvrissement des terres agricoles? Nous n'allons pas répéter tous les arguments, tous les paramètres, mais on sait bien que les agriculteurs ont fait des choix. Et leurs choix font qu'aujourd'hui, on a des sols agricoles qui sont de moins en moins fertiles. Et même si apparemment les monocultures sont de belles monocultures, si on regarde un petit peu en dessous les sols, c'est pas bon. Parce qu'on remplace tout ce réseau trophique, toute cette matière vivante, tous ces animaux
du sol, cette microfaune, etc., tous ces réseaux trophiques, on les remplace par des minéraux qui sont directement apportés. Alors que toute cette faune du sol devrait transformer toute cette matière organique de surface en matière minérale. Eh bien, on a la matière minérale lorsque les animaux font leur travail, lorsque le réseau trophique fonctionne bien, mais maintenant les engrais apportent ces matières minérales. Donc on comprend pourquoi, même si les sols sont de moins en moins fertiles, on a une productivité agricole qui augmente parce qu'on utilise des engrais, des intrants, etc., des produits phytosanitaires. Le cours est terminé. Merci.